Bonjour à tous, cette présentation va concerner l'histologie de l'appareil génital masculin, en particulier le testicule et une partie des voies génitales spermatiques. Donc tout d'abord les voies spermatiques, ça commence tout d'abord par le testicule qui est à localisation extracorporelle dans les bourses. Puis au niveau du bord postérieur du testicule, on trouve l'épididyme. La queue de l'épididyme se continue avec le canal déférent. Ce canal déférent, il va décrire une petite dilatation qu'on appelle l'ampoule, qui va s'unir avec la vésicule séminale pour donner les canaux éjaculateurs. Donc si on fait une coupe au niveau du testicule, cette voie schématique nous montre la composition du parenchyme testiculaire en plusieurs segments, plusieurs parties qu'on appelle des lobules testiculaires. Ces lobules, ils sont le résultat de départ de plusieurs septa fibreux à partir de la capsule testiculaire qu'on appelle l'albuginée. Au niveau de cet albuginée, on note la présence d'un épaississement qu'on appelle le corps de Highmore qui contient des éléments des voies spermatiques. Au niveau du parenchyme testiculaire et plus précisément au niveau de chaque lobule, on note la présence de 2 à 3 tubes seminifères qui sont hyper enroulés sur eux-mêmes, qui vont se jeter par la suite sur des tubes qu'on appelle les tubes droits, qui vont se jeter au niveau d'un réseau anastomotique qu'on appelle le reté testis. Puis, à partir de ce dernier, on note le départ de canaux efférents pour se jeter au niveau de l'épididyme. Puis, le canal épididymaire va se continuer avec le canal déférent. Sur vue histologique, une coupe du testicule ressemble à ça. Comme on a dit, on a une capsule en périphérie qu'on appelle l'albuginée, qui décrit un épaississement au niveau médian, qu'on appelle le corps de Highmore. Donc voilà le corps de Highmore. C'est un tissu qui est riche en fibres de collagène. C'est pour ceci qu'on note une coloration bleutée à cause de la présence de collagène coloré en bleu, car sur cette coupe on a utilisé la coloration au trichrome bleu. Et on note au niveau de ce corps de Highmore la présence de plusieurs réseaux anastomatiques qui représentent le reté testis. Si on agrandit un peu, l'image à gauche nous présente l'albuginée en périphérie qui émet des septa pour délimiter des lobules. On voit 2 lobules sur l'image, un à droite et l'autre à gauche. Là aussi la même chose avec le septa qui sépare 2 lobules. Les lobules, comme on l'a dit, comportent des tubes seminifères. Ces tubes seminifères sont tapissés par un épithélium qu'on appelle l'épithélium séminal ou bien l'épithélium seminifère reposant sur une membrane basale qui paraît ici en bleu. L'épithélium du tube seminifère comporte 2 grands types de cellules, des cellules germinales qui se maturent et se divisent pour donner les spermatozoïdes et des cellules non germinales appelées aussi les cellules de Sertoli. Les cellules de Sertoli, on peut les identifier par leur noyau, le plus souvent nucléolé, comme cette cellule ici, celle-là ici, ou bien celle-là ici. L'aspect des cellules germinales va différer du stade de maturation de la cellule germinale. Et donc on commence tout d'abord par les cellules les moins matures, qui sont les spermatogonies, qu'on voit ici, des cellules qui sont plaquées contre la membrane basale, avec un cytoplasme clair, et qui sont de grande taille. Puis viennent les spermatocytes, qui sont eux aussi divisés en spermatocytes de type 1 et spermatocytes de type 2, qui ont le plus souvent une chromatine irrégulière parce qu'ils sont en méiose et sont localisés au niveau de la partie médiane de l'épithélium. Et puis la dernière catégorie, elle est représentée par les spermatides qui vont donner par la suite des spermatozoïdes par phénomène de maturation et de transformation. Donc ces spermatides sont le plus souvent observés en petites colonies. La lumière du tube elle est présente au centre, l'épithélium séminal et toujours ça doit reposer sur une lame basale qui est ici visible en bleu. Donc en plus des éléments seminifères, le lobule du testicule comprend d'autres éléments, notamment des cellules fibroblastiques
et des cellules qui rassemblent des caractéristiques de cellules musculaires et de fibroblastes qu'on appelle des cellules myoïdes. Toujours au niveau de l'interstitium, on note la présence d'un élément particulier qui sont les cellules de Leydig, responsables de la sécrétion endocrine. C'est des cellules polygonales de grande taille, le plus souvent organisées en de petites colonies, et dont le cytoplasme contient parfois des cristaux éosinophiles. Ce sont les cristaux de Reinke. Après l'étape des tubes seminifères vient l'étape de la voie spermatique suivante qui sont les tubes droits. Donc la transition entre tube seminifère et tube droit se fait de façon brutale. À plus fort grossissement, on peut noter que la transition passe par une zone où persistent uniquement les cellules de Sertoli sans présence de cellules germinales. Cette zone, on l'appelle la houppe sertolienne et elle est beaucoup mieux visible sur coupe oblique. Elle montre une asymétrie des parois, une partie qui a une hauteur faible et une partie à cellules de Sertoli à hauteur considérable. La même chose est représentée sur l'image à gauche. Après les tubes droits vient l'étape des tube anastomotique qu'on trouve au niveau du reté testis. Le reté testis, il est tapissé par un épithélium unistratifié, mais dont les cellules sont de hauteur variable. Donc on peut trouver des cellules pavimenteuses, des cellules cubiques ou aussi des cellules cylindriques. Après l'étape du reté testis vient les cônes efférents qui sont reconnaissables déjà au faible grossissement, comme le montre l'image à gauche, par une lumière qui est irrégulière et un épithélium qui est festonné. Le festonnement, il est mieux visible sur cette coupe à plus fort grossissement, et ce festonnement, il est dû à une variation de hauteur des différentes cellules. On peut observer des cellules qui sont cubiques, de hauteur réduite, et d'autres qui sont plus hautes, cylindriques. Les cellules cylindriques présentent parfois des cils, comme on peut l'observer ici. Une lumière étoilée, un épithélium festonné, et en dehors, on note la présence de la lame basale, ainsi que d'un tissu conjonctivo-musculaire. Ici une image qui compare deux éléments des voies spermatiques différentes. En A est représenté un cône efférent avec la variation de hauteur des cellules et le festonnement qui en résulte, et la présence de cils vibratiles au niveau du pôle apical des cellules cylindriques. Alors qu'en B, on a présenté un épididyme dont la hauteur est constante, sans festonnement, et dont le pôle apical des cellules contient des stéréocyles. Particularité selon l'âge, le testicule chez le nouveau-né est caractérisé par une abondance des cellules de Sertoli au niveau des tubes seminifères et une rareté des spermatogonies qui ont l'air quiescentes et qui ne se divisent pas. En plus de ça, la lumière, elle est virtuelle, elle est quasi absente sur l'ensemble des tubes seminifères, et si on cherche des cellules de Leydig au niveau de l'interstitium, on va observer des cellules d'aspect fusiforme sans la forme polygonale caractéristique de l'adulte. L'étape qui suit les cônes efférents est celle du canal épididymaire qu'on trouve au niveau de l'épididyme. L'épididyme, c'est un seul canal qui est hyper enroulé sur lui-même, et donc une seule coupe va passer plusieurs fois par le même canal. L'épithélium qu'on trouve au niveau de l'épididyme, c'est un épithélium de hauteur constante, avec une spécialisation membranaire apicale sous forme de stéréocyles, des noyaux localisés à différentes hauteurs, d'où la caractéristique de pseudostratification. Cet épithélium repose sur une membrane basale qui est entourée d'un tissu conjonctivo-musculaire. Ici une image en microscopie électronique à transmission qui montre la composition des stéréocyles en filaments d'actine.
une image montrant le même épithélium du canal épididymaire avec la hauteur constante, les stéréocyles et la lumière à ce niveau est occupée par des débris cellulaires et de spermatozoïdes. Ici un canal épididymaire dont cette partie est coupée de façon tangentielle, elle laisse voir uniquement la paroi du canal, et ici il est coupé de façon longitudinale avec au centre la lumière, les stéréocyles et les débris cellulaires ainsi que la spermatozoïde. Même image du canal épididymaire, ça permet d'apprécier le caractère pseudostratifié avec les noyaux qui sont situés à différentes hauteurs de l'épithélium. La hauteur de l'épithélium reste constante avec présence de stéréocyles au niveau du pôle apical. L'étape qui suit le canal épididymaire, c'est celle du canal déférent, qui est caractérisé sur le plan histologique après coupe transversale par une lumière centrale qui est réduite et qui a un aspect étoilé dû au festonnement de l'épithélium qui le tapisse. L'épithélium qui le revêt est un épithélium pseudostratifié et qui possède des cils vibratiles au niveau de son pôle apical. Le reste de la paroi est occupé essentiellement par 3 couches musculaires, une interne qui est longitudinale, une moyenne circulaire et une troisième externe qui est longitudinale. Il existe des lames virtuelles sur le site histologie.be qui permettent d'observer les différentes parties des voies spermatiques qu'on vient d'étudier. Il suffira de cliquer sur Digital Microscope Histologie, puis aller vers Système reproducteur masculin, puis on pourra observer le parenchyme testiculaire humain avec les tubes seminifères, les tubes droits, le reté testis ainsi que les cônes efférents. On pourra observer aussi l'épididyme ainsi que le canal déférent. Merci pour votre attention.